n'oubliez pas que les Blancs ont une carte du sous-sol africain. Les Africains n'ont pas. Et donc, on voit par exemple des guerres naître sur des territoires. On ne comprend pas bien pourquoi des virus qui apparaissent, qui déciment les gens. Et puis, peu de temps après que ces territoires aient été complètement dévastés, on voit que le sous-sol commence à être fouillé et qu'on en extrait les matières premières dont les Européens ont besoin. Donc, la question, à mon avis, nous sommes dans la stigmatisation parce que nous ne comprenons pas bien, c'est pour ça que les sciences humaines sont indispensables, nous ne comprenons pas bien que les gens qui arrivent au pouvoir ou qui sont mis au pouvoir, qui sont portés au pouvoir, regardez Alassane Ouattara, il tue tout autant que Sassou Nguesso. C'est vrai que Sassou Nguesso, ça fait plus longtemps qu'il le fait, mais il tue tout autant et il ne le fait que parce qu'il est soutenu par l'armée coloniale et par la France, les puissances coloniales, comme le petit Mahamat Idriss Déby, qui a tiré sans état d'âme, qui a fait l'armée française qui était stationnée là-bas, tirer sans état d'âme sur des centaines de jeunes tchadiens qui demandaient, de manière pacifique d'ailleurs, qui demandaient des changements. Je ne sais plus quel était le thème de leur manifestation, mais c'était ça. Donc, vous En fait, avez... évidemment, Idriss devait faire un mandat, je crois, de 2 ans. Et Voilà, c'est après, ça. on devait passer Voilà, aux élections. Mais voilà, malheureusement, après, bon, voilà, ils ont voilà. bricolé une petite, s'il faut appeler ça un petit dialogue comme ça, avec les opposants qu'ils ont fabriqués. Et au Voilà. Et cours de puis, cette, ils ont décidé, voilà. Donc, la France ils ont veut décidé le de maintenir. ranger la transition. Voilà. Et la France veut le maintenir au pouvoir pour que les élections qui auront lieu soient. Et le peuple, effectivement, refusait cette sorte de deal qui se fait avec la puissance coloniale, qui s'est affichée à la mort de Idriss Idriss Déby Déby, ouais. sans aucun complexe. Je crois que le monde entier sait, même si euh, il fait semblant de ne pas le savoir, que la France a des colonies partout. Elle en a, elle les débaptise parce que sa stratégie, c'est toujours de changer les noms pour faire croire qu'elle a changé les réalités. Le problème, c'est ce ne sont que des couvertures. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce numéro co-animé avec Georges Goma et c'est bien entendu les émissions Perspectives et Prospectives et Droit de savoir qui porteront sur le mois de l'histoire des Noirs. Invité commune, docteur Juliette Smeralda. Elle est sociologue, écrivaine, chercheuse sur les problématiques identitaires des afrodescendants de Caraïbes et des Africains, formatrice et auteure de plusieurs ouvrages. Bonjour, docteur Juliette Smeralda, et merci d'être Bonjour. avec nous sur Telar TV. Ben, c'est moi qui vous remercie. Puis bonjour donc à l'équipe et puis à vos téléspectateurs. En tout cas, merci de votre disponibilité. Georges, bonjour. Bonjour Christian. J'espère que tu vas bien. Ben, je vais bien, merci. Il fait un peu froid ici au Québec, mais ça va. Et Julie était présente pour le confirmer. Voilà, je le sens et tu es bien blindé. Alors, merci donc d'être avec moi sur ce plateau pour conduire cette interview. Alors, un rappel là, s'impose tout de même sur le mois de l'histoire des Noirs, un rappel sur le contexte et bien entendu les enjeux autour de la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Un petit contexte. Le mois de l'histoire des Noirs, certainement, beaucoup de gens en Afrique ne savent pas de quoi il s'agit. Alors, s'il faut que je dise un petit mot là-dessus, c'est que le mois de février, ici au Canada, depuis 1995, a été institué comme le mois de l'histoire des Noirs. Un mois qui permet de commémorer, n'est-ce pas, la participation et surtout la contribution des Noirs, donc de la diaspora africaine au Canada, dans la construction, n'est-ce pas, du Canada. Mais il faut dire ceci, que la première fois qu'on a entendu parler du mois de l'histoire des Noirs, c'est aux États-Unis.
Et vous savez très bien que les États-Unis sont en fait un espace privilégié de l'observation des relations interraciales, de par la densité, n'est-ce pas, de l'histoire de la diaspora africaine en Amérique. Et donc, c'est depuis 1926 que sous l'instigation de Carter Woodson, qui était un leader noir américain, et après la guerre de sécession aux États-Unis, c'est-à-dire la guerre de sécession qui avait commencé en 1861 jusqu'en 1865, après que le président américain Lincoln ait été élu en 1860 16e président des États-Unis. Mais il faut que je dise quelque chose là-dessus. L'importance de Lincoln, c'est que c'est lui qui est le premier, en pleine période esclavagiste, qui a commencé à dire qu'il faut qu'on aille vers plus d'égalité entre les Noirs et les Blancs. Voyez? Et quand il est élu en 1861, eh bien, ça a créé un problème, puisque vous savez très bien que le sud des États-Unis était esclavagiste, c'est-à-dire une économie basée sur la plantation, donc le travail des Noirs. Et que le Nord, avec Lincoln et les unionistes, était industriel. Il n'y avait pas l'esclavage dans le Nord des États-Unis. Et quand on est Lincoln président, mais les États confédérés ne sont pas d'accord parce qu'on va leur enlever quand même leur outil de travail en tant que tel. Le contexte, voilà, c'est ce que vous êtes en train d'expliquer. Alors, les enjeux, c'est quoi d'abord de la célébration de ce mois de l'histoire des Noirs? Les enjeux sont là. Quand je parle de la guerre, Christian, il faut que les gens comprennent en profondeur cette période-là. C'est-à-dire qu'après la guerre de sécession en 65, beaucoup de choses vont changer. Et les Noirs ont combattu avec les unionistes. Vous savez, c'est tout à fait normal que les Noirs combattent avec les unionistes qui veulent arrêter l'esclavagisme aux États-Unis. Et donc, après, à partir de 1965, 66, 67, c'est la période qu'on appelle la reconstruction aux États-Unis. C'est-à-dire, on arrête avec la guerre. Il y a aussi le 13e amendement à la Constitution américaine, très important parce que le 13e amendement abolit l'esclavage aux États-Unis. C'est très important. Le 14e amendement reconnaît des droits aux Africains. Et le 15e amendement accorde le droit de vote aux Noirs américains. Vous voyez, tout ça, c'est très, très important, ça. Vous voyez? Et puis après, il y a la période Jim Crow qui s'enchaîne. Donc, je reviens sur l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs. En 1926, avec Carter Woodson, ils instaurent, avec le combat des Noirs, ils instaurent la semaine de l'histoire des Noirs. La semaine, hein, cette fois, la semaine. Et puis, progressivement, on arrive de 1926, on arrive en 1976, avec Gerald Ford, président des États-Unis, qui avait remplacé Nixon, qui venait d'être jeté dehors à cause du Watergate. Et à ce moment-là, il accorde le mois. Ce n'est plus la semaine, mais ça devient le mois de l'histoire des Noirs. Vous voyez? Donc, c'est un processus d'institutionnalisation de tout un mois pour reconnaître, n'est-ce pas, la contribution des Noirs américains à l'histoire globale de l'Amérique. Et ça, c'est important. Et puis, après, il y a le Royaume-Uni aussi, en 1987, qui reconnaît aussi le février comme le mois de l'histoire des Noirs. Et puis le Canada, en 1995 aussi, qui reconnaît, qui institue le mois de février comme le mois de l'histoire des Noirs. Mais je vais terminer là, Christian, si tu me le permets, pour comprendre pourquoi le mois de février, pourquoi pas le mois de janvier, pourquoi pas le mois de mars ou que sais-je encore. Mais c'est tout simplement parce que Abraham Lincoln est né en février. C'est parce que aussi, c'est au mois de février que est mise en place the National Association for Advancement of Colored People, c'est-à-dire l'association pour l'avancement, n'est-ce pas, des Noirs américains.
Et puis, il y a d'autres événements aussi, hein. Il y a d'autres événements aussi, Frédéric Oui, mais Douglas. parmi les pays que vous venez de citer, vous avez cité les États-Unis, les Royaumes-Unis, le Canada. Je n'ai pas entendu la France, alors que ça aussi, c'est un pays esclavagiste. Probablement que docteur Juliette va répondre à cette question. Quand on essaye de trouver la trace des Noirs dans l'histoire de la France, il faut chercher et il ne faut pas désespérer, c'est vrai, mais on ne peut pas, on ne reconnaît pas que, enfin, la France a fait quelques efforts pour d'abord donner une existence, une visibilité à ses composantes. Et pourtant, je crois que le monde entier sait, même si euh, il fait semblant de ne pas le savoir, que la France a des colonies partout. Elle en a, elle les débaptise parce que sa stratégie, c'est toujours de changer les noms pour faire croire qu'elle a changé les réalités. Le problème, c'est ce ne sont que des couvertures. Et avec son fameux système qui est intégrationniste, parce que Georges nous raconte l'histoire de pays qui sont communautaires, c'est-à-dire où les communautés ont une existence officielle et ce qui ne les empêche pas d'être des citoyens avec des couvertures comme britanniques, américains, etc., canadiens. En France, tout le monde est français, soi-disant, mais on est dans un système intégrationniste qui ne reconnaît pas l'existence de communautés. La République dite une et indivisible est censée mettre sous le même chapeau tous les enfants, avec beaucoup de guillemets, de la France. Et puis quand on est perspicace, qu'on est sociologue comme moi, et qu'on cherche trace de ces enfants de la France, eh bien, on découvre que la seule couleur qui est pignon sur rue, qui soit officiellement reconnu et qui bénéficie en fait de tout, c'est la couleur de la France elle-même. Donc, je veux dire la France sans ses colonies. Or, ce sont ces colonies qui lui donnent une, une présence internationale et puis la puissance qu'elle a, notamment à l'ONU, c'est grâce quand même aux pays africains que la France est une puissance. En dehors de ça, elle n'a pas d'existence. Alors, c'est très important que notre public distingue les deux systèmes. Le système intégrationniste ne reconnaît pas l'existence de communautés. La République a fait ou décide que tous ces enfants, entre guillemets, sont logés à la même enseigne, sauf que ce qu'elle inscrit à son fronton, qui est bon, la trilogie liberté, égalité, fraternité, ce ne sont que des mots. La Marianne qu'on retrouve dans ces grandes institutions à l'effigie donc d'une femme blanche, représente en fait le peuple français et il n'y a aucun effort pour que cette effigie change. Et chaque fois qu'il a été question de le faire, eh bien, les Français ont eu des crises urticaires, la République en premier lieu. Donc, c'est ça qu'il nous faut comprendre, c'est que la France bénéficie de ses colonies des Caraïbes et d'Afrique, etc., parce que c'est le type de rapport qu'on a ne permet pas qu'on définisse autrement ces régions associées, on va dire, de force à la France. Et du coup, on est dans, pas dans le choix de s'intégrer, on est forcé parce que le système éducationnel, le rapport de la France à ses colonies, vous savez que chez nous, pas une institution importante, pas une institution qui régule la vie administrative, politique, sociale de nos régions n'est dirigées par des gens de ces pays. Ce sont des Français qui sont parachutés chez nous, de manière, chez nous, je veux dire, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, etc., en Calédonie aussi, c'est le même schéma. Et quand on vous dit, mais non, c'est parce que les gens de là-bas ne sont pas assez formés, c'est faux, parce que très souvent, les Français qu'on nous envoie sont des Français moins qualifiés que les gens du pays eux-mêmes. Ça signifie que la France qui vit, qui nous impose un rapport colonial, elle garde ses secrets d'État avec ses enfants, ceux qui sont là pour nous administrer, et ce sont donc des secrets qui ne fuitent pas. Autrement dit, on ne sait pas de quoi ces gens-là parlent, mais quand ils sont entre eux, puisque toutes les institutions se rencontrent, par exemple, à la préfecture, qui est une sorte de
de lieux, enfin de gouvernement, on parle d'ailleurs du gouverneur quand on parle du préfet, eh bien, ces gens-là sont entre eux et ils dissertent, ils décident pour nous, ils parlent de nous, sur nous, et nous ne sommes jamais présents dans ces instances-là. Donc, c'est très important qu'on comprenne le fonctionnement des institutions. Et on a beau l'expliquer à nos gens, du fait qu'on en soit plus nombreux que les Blancs, les gens croient que nous avons un pouvoir de décision qui n'est pas du tout le cas. Donc voilà pourquoi aux États-Unis, au Canada, enfin dans les pays anglo-saxons, on va retrouver trace quand même de l'histoire, de l'institution, l'instauration voilà, d'un mois, de semaines, de jours parfois, qui signale aux gens qui ont envie enfin qui ont un regard sur ces parties du monde, qu'il y a aussi des composantes noires, même si je ne suis pas du tout d'accord avec cette manière de dire que les Noirs sont subsidiaires et de les tenir un peu à l'écart parce que on ne fait pas ça pour les autres communautés, ça se fait pour les Noirs, parce que justement, dans l'histoire officielle, les Noirs sont souvent là avant beaucoup d'autres composants, et lorsqu'ils sont arrivés pratiquement en parallèle aux Blancs, ils sont plus nombreux que les Blancs. Donc, très officiellement, les Noirs sont des fondateurs de ces pays, mais de par les projets, les stratégies des Blancs, on essaye de les instituer comme des minorités qui seraient alors traitées pratiquement comme les autres communautés. En réalité, les Noirs, comme je le dis pour la Martinique, le groupe fondateur de notre société, à côté des Blancs qui avaient le projet colonial, le groupe fondateur, c'est celui des Noirs. Donc, quand on institue un mois des Noirs, ici et là, même si, on va dire, c'est un progrès par rapport à la France qui, elle, nous invisibilise totalement, mais ça reste quand même une institution à interroger. Pourquoi le mois des Noirs, la semaine, le jour des Noirs? C'est pour rendre les Noirs minoritaires, les maintenir dans une vision de soi qui est minoritaire et ne pas réclamer la propriété de ces régions, ce qui n'est pas juste parce que ce sont les Noirs qui ont construit ces régions-là, de par le travail gratuit, de par les conditions dans lesquelles ils y sont arrivés et tout ce qu'ils ont fait qui contribue à la grandeur de ces pays parce que Georges parlait dans sa conférence à Lucar des inventions et savants noirs. Bon, vous avez ce livre de Yves Antoine, Inventeur et savant noir, mais il y a beaucoup d'autres livres qui vous parlent des millions, enfin des milliers, disons, d'inventions qui sont le fait de noirs, dont les blancs profitent aujourd'hui. Donc c'est très important en même temps qu'on accepte, parce que c'est mieux que rien, mais qu'on sache que les noirs ne sont pas encore à leur place dans ces institutions-là. Voilà. Alors, les Noirs ne sont pas encore à leur place dans ces institutions-là. Georges, tu prends la main pour conduire évidemment le volet sur le mois de l'histoire des Noirs. Mais dans tout cela, il sera quand même nécessaire de définir c'est quoi, c'est qui un Noir? Qui est-ce qu'on appelle un Noir? Est-ce de couleur, donc la peau noire, ou tous ceux qui ont une goutte de sang noir dans leur organisme? Merci Christian, mais c'est ça tout l'enjeu de toutes les façons. Aux États-Unis, je reviens encore sur les États-Unis parce que, comme je l'ai dit tantôt, c'est un espace privilégié pour observer la profondeur, la densité des rapports interraciaux. Mais vous savez très bien que la scission entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis est historique, comme nous le savons. La traite, la force de la traite négrière et de l'esclavage dans ce pays-là a constitué un pays complètement clivé. Et le clivage s'est arrêté en 1964 avec la loi sur les droits civiques. Donc, avant cela, comme j'ai mentionné, la guerre de sécession, donc jusqu'à à peu près la fin des années 50, quand on a vu apparaître les Rosa Parks et les Martin Luther King, dont le point d'orgue a été quand même la marche sur Washington en 1963.
et qui a permis évidemment, après l'assassinat de Kennedy, et vous comprenez aussi que assassiner un président en plein exercice est le premier président catholique aux États-Unis qui allait dans le sens de Lincoln. C'est très important quand je appuie là-dessus. Lincoln 1860 et Kennedy 1960. Donc 100 ans jour pour jour, deux présidents assez particuliers des États-Unis pour l'avancement de la condition noire. Et Lincoln a été tué tout de suite quand il prend son deuxième mandat. Au début du mandat, il est tué également. Et Kennedy est tué 64. Donc, je reviens un peu sur ta question, Christian. Aux États-Unis, avoir une ancestralité blanche ne fait pas de vous automatiquement un blanc. Mais avoir une ancestralité noire fait de vous automatiquement un noir. L'exemple d'Obama, par exemple, attendez, pourquoi vous ne dites pas qu'Obama, c'est un blanc puisque sa mère est blanche? Et puis la question de la race, ma foi, Juliette va nous revenir là-dessus. C'est un concept assez dangereux, même si nous l'utilisons dans notre langage. La race, scientifiquement, n'existe absolument pas. Il faut remonter à Arthur de Gobineau, Juliette, Arthur de Gobineau, hein, qui a écrit l'essai sur la classification des races. Mais il faut que les gens comprennent qu'il y a toute une démarche clairement élaborée par les Blancs, évidemment, les missions coloniales, les anthropologues de l'époque. Ils allaient avec ce clivage-là. Hein? C'était l'ethnologie physique qui était au centre de décrire les gens à travers leurs traits physiques et les classer en tant que tels. Et quand on voit le spectre, c'est de très blanc là-bas à très noir. Et toutes les recherches qui ont été faites sur la base de ce spectre, les plus discriminés, c'est des gens qui sont très, très noirs. Et puis, quand on a vu les recherches qui ont été faites par beaucoup de chercheurs chevronnés, avec les poupées, Juliette est là pour bien nous le dire, on nous a appris à nous haïr nous-mêmes. Self-hatred, comme on dit aux États-Unis. Et vous verrez des enfants noirs, on leur montre deux poupées blanches et noires, et beaucoup d'enfants noirs trouveront que la poupée la plus méchante, c'est la poupée noire. Donc, il y a un travail scientifique qui a été fait là et qui se continue jusqu'aujourd'hui sous d'autres formes, même si on atteint un certain nombre de progrès, au moins dans les rapports à la race. Mais quand on voit la substance même, elle est là du clivage interracial. Voyez? Donc, alors, on y va. Juliette, peut-être que vous pouvez nous revenir un peu là-dessus, sur l'histoire de la poupée dans vos travaux. Vous avez la poupée d'Isis, c'est de vous ça. Est-ce que vous pouvez nous apporter un peu des éléments autour de ça pour bien comprendre un peu où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Et n'oubliez pas que notre émission avec Christian, là, c'est perspective et prospective. La Renaissance, on dirait l'Afrique, la Renaissance. Et nous sommes en train de traverser quand même une période extraordinaire, des grands enjeux où le nouveau monde est en train de se dessiner. Et donc, il faudra que les Africains grimpent sur ce bateau-là et qu'ils n'attendent pas qu'on redessine les traits du nouveau monde pour que nous puissions courir, sinon on ouvre encore 1000 ans de servitude devant nous. Donc, on nous donne une occasion, n'est-ce pas, d'être Africains. Nous sommes devenus très intelligents à la hauteur de Juliette qui est là, qui fait des travaux extraordinaires. Il faut qu'on mette en pratique cela, malgré, n'est-ce pas, la résistance au changement qui est très, très, très dure, et nous le sentons jusqu'aujourd'hui. Alors, Juliette, sur la poupée d'Isis. Alors, moi, je ne dirais pas que nous sommes devenus très intelligents. C'est justement parce que les Noirs étaient très intelligents que lorsque les Blancs les ont découverts, avec des guillemets, qu'ils ont été jaloux, complètement jaloux de leur richesse extraordinaire, à la fois intellectuelle et physique, tout ce qu'on veut. D'ailleurs, c'est tellement vrai qu'ils leur ont tout pris en disant, en décolorant et en recolorant à partir de leurs besoins. Donc, on reste dans un ancrage historique qui est que le peuple noir est ce qu'il est, le peuple premier qui a tout apporté à l'humanité et qui a tout inventé. Sur la question de la couleur, maintenant, je crois qu'il faut être qu'il faut être un peu prudent, puisque c'est justement cela que les Blancs ont réussi, c'est-à-dire que tout
toutes les relations que les Blancs établissent avec le monde sont des relations racisées. C'est-à-dire que dès le départ, il n'y a rien d'autre qui ne soit dans l'esprit, dans leur rapport au monde, qui ne soit racisé, parce que ce qu'ils ont vu chez les Noirs et les autres, c'est leur différence. Et cette différence a été bien sûr caractérisée et ils en ont fait une échelle de valeurs, de couleurs, de gradation, comme on sait qu'ils l'ont fait. Et ils l'ont utilisé, cette échelle-là, pour décider que eux, ils étaient en haut de l'échelle, dans une forme une relation verticale, et que les Noirs étaient tout en bas, et que ça les autorisait, cette réalité qu'ils inventaient, les autorisait donc à faire des Noirs des êtres inférieurs qu'ils allaient pouvoir instrumentaliser, utiliser, exploiter, exterminer dans leurs projets criminels de colonisation impérialiste, etc. Donc, si on veut, ce sont eux qui nous disent que la race n'existe pas, alors qu'ils ne sont jamais sortis de rapports raciaux et que nous demeurons aux yeux du monde déracisés. Donc, il faut faire attention à ces mensonges qui nous sont servis. Nous savons que les êtres humains restent des êtres humains, mais ça, c'est la réalité, la vérité des Noirs. Ça, c'est en relation, on va dire, intragroupe. Mais les divisions qu'on a instaurées entre nous sont là. Les guerres tribales dans lesquelles la France essaie justement actuellement d'inscrire les peuples africains, les Peuls contre les autres, contre les Dogons, etc. Et ces guerres tribales, on en a partout. Donc, on voit les efforts incroyables que font les Maliens, les Burkinabés et peut-être d'autres pour maintenir les gens dans l'idée qu'ils sont un peuple et que leur parcours historique ne devrait pas interférer avec le sentiment nationaliste. Or, c'est justement sur ce sentiment nationaliste que la France joue pour, par exemple, diviser le Mali en disant que Al-Azawad appartient aux Peuls et puis à ceux à qui la France a promis que s'ils faisaient la guerre pour elle, eh bien, elle s'arrangerait pour leur donner l'Azawad, qui est une partie essentielle. C'est la partie qui recèle toutes les matières premières, enfin une grande partie des matières premières du Mali. Donc, il y a cette en même temps que d'un côté, on nous tient le discours de oui, la race n'existe pas, il faut supprimer le mot de la Constitution, puisque c'est ce qui s'est fait sous Hollande, eh bien, la France ne fonctionne, et les Blancs très largement, ne fonctionnent qu'à partir de cette sorte d'instrument qui est puissant parce qu'il domine et qu'il l'utilise, mais véritablement de manière comme une sorte d'arme bactériologique ou idéologique, puisque c'est dans nos têtes que tout ça se passe aussi, qui maintient donc ces Blancs-là en position de domination, de dominance, donc de pouvoir. Donc moi, je travaille sur les relations raciales en disant que nous parlons de race sociale. C'est-à-dire, on sait que le sang de tous les hommes est rouge, que quelles que soient les différences que les Blancs ont inventées entre Blancs et Noirs, eh bien, ils ont les mêmes fonctions, les mêmes organes. La preuve, tous les trafics d'organes qui se passent en ce moment, ce sont des organes qu'on prélève sur les Noirs et qui vont dans des corps blancs. Et quand j'étais enfant, il y avait des films qui nous étaient servis constamment. Et c'est maintenant que je vois combien nous sommes manipulés pour être au service des Blancs. C'était des films comme Des roses blanches pour ma sœur noire, parce que quand la blanche a été malade ou elle a été accidentée, eh bien la sœur noire a donné son cœur à la sœur blanche et c'était la blanche qui a été sauvée. Et on a cette symbolique jusqu'à aujourd'hui. Donc, cette histoire de oui, on serait tellement différents que dès que les Blancs ont besoin de dépasser cette barrière de la race
qu'ils instaurent dans les relations, eh bien, ils le font allègrement. C'est ça, avoir le pouvoir. Mais pour le reste, quand il s'agit que les Noirs bénéficient des retombées de de leurs pratiques, ben non, les Noirs ne sont plus là. Du coup, ils redeviennent des inférieurs, ils redeviennent des corps qui sont répudiés, enfin qui ne sont pas, qui font pas partie de l'humanité. Donc, nous travaillons sur les relations raciales en sociologie, psychosociologie, c'est-à-dire sur, bien sûr, pas des races biologiques, mais des races sociales. Et elles sont instituées et elles fonctionnent parce que jusqu'à aujourd'hui, et je viens de sortir un ouvrage qui s'appelle Impact du racisme sur l'estime de soi des Noirs, c'est cela que j'explique. Les Noirs souffrent bien d'un racisme institué et qui se base sur les différences perceptibles et qui sont instrumentalisées dans le but de maintenir les Noirs au bas de l'échelle et les Blancs en haut de l'échelle. Est-ce que c'est ce qui a dû inspirer votre recherche sur, puisque tout à l'heure, Georges vous a posé la question sur vos recherches sur les poupées noires et les poupées blanches, et quels ont été les résultats finalement? Ça, c'est vraiment extraordinaire. Non, moi, ce qui m'a motivée pour écrire La poupée d'Isis, c'est parce que j'ai publié en 2004 un livre qui s'appelle Peau noire, cheveux crépus, qui a qui a lancé ce qu'on appelle le mouvement NAPI. Moi, je l'appelle le mouvement de retour au naturel. Et il a véritablement changé la donne du rapport de beaucoup de femmes à leurs cheveux. Et quand j'ai vu l'intérêt que suscitait cette problématique, j'ai décidé que on a besoin, nous, d'aller plus vite. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. On a besoin que nos femmes qui ont perdu leur place dans les civilisations noires, parce que toute la journée, nos femmes sont sur YouTube, soit à montrer leur derrière, soit à mettre des faux cheveux, soit à montrer des ongles, soit à se maquiller. La femme noire a disparu de l'écran et ça, c'est la pire catastrophe qui soit arrivée au peuple noir et je pense on ne s'en rend pas encore compte. C'est très, très grave qu'elle ne soit plus là pour jouer le rôle puissant que sa civilisation lui avait donné, ce rôle-là. Il n'y a pas eu d'autres civilisations qui ont mis la femme au niveau auquel l'Afrique l'a mise. Il faut vraiment qu'on se rende compte qu'aujourd'hui, la femme noire a disparu et qu'elle n'est préoccupée que par les amusements, les Tous. divertissements que lui propose l'industrie du cosmétique. Donc, en écrivant Isis, pour moi, il fallait que nos filles n'aient pas à repasser par la case, oui, se redéfinir, apprendre à développer l'estime de soi, à s'aimer et à considérer qu'elles avaient des valeurs, de la valeur. Pour moi, il fallait que très jeunes, nos fillettes comprennent qu'elles étaient importantes, qu'elles étaient belles, qu'elles étaient fières et qu'elles s'habituent à comprendre la texture de leurs cheveux et la couleur de leur peau. Pourquoi elles étaient faites comme ça et pour que, en grandissant, elles soient plus politiques, c'est-à-dire qu'elles s'occupent de leur pays, de l'éducation de leurs enfants, de la construction d'un monde dans lequel l'Afrique reprendra sa place. Donc, La poupée d'Isis, c'est de ce côté-là un ouvrage magnifique. Moi, je ne savais pas écrire pour les enfants et je sentais qu'il fallait que quand même, qu'avec les savoirs que j'avais, que je fasse passer ça. Et c'est un livre vraiment qui est aujourd'hui édité par les éditions Médionétaire, donc le libraire c'est Narmer à Paris, qui centralise tout ce qui sort sur le monde noir. Donc, la poupée d'Isis consiste à dire à nos petites filles que non seulement elles sont belles, mais que leur tradition, leur société leur a donné tout ce qu'il fallait pour qu'elles se sentent des reines. Et Isis est dans ce sens-là une petite reine magnifique de sérénité, de beauté, d'esprit de solidarité, fière de ses ancêtres, fière de ses coiffures, fière de tout ça. Voilà, c'est un condensé de tout ce que j'ai appris sur la femme noire et qu'il fallait réinvestir dans cette petite fille qui est un modèle pour ses petites consoeurs, parce que quand les enfants
me parle d'Isis, elle me dit, je ressemble à Isis ou Isis me ressemble. Et ce travail d'identification que j'ai voulu commencer, eh bien, il est là. Il faut juste que le livre soit diffusé davantage, puisque maintenant nous l'avons traduit en 4 langues, anglais, espagnol, portugais et il est en français. Nous voulons aller en swahili, dans d'autres langues, mais il faut qu'il soit diffusé davantage pour que nous arrivions à former un esprit plus collégial, parce que nous sommes très, chacun est de son coin, dans sa langue, dans la civilisation qui nous a colonisés, et il n'y a pas assez d'espace de recentration pour notre peuple. Donc c'est ça qu'il faut que les chercheurs que nous sommes fassent, parce que les sciences humaines sont très peu à l'œuvre dans nos sociétés et dans nos préoccupations. Le système colonial et les systèmes donc, des Européens ont développé, ont canalisé les intérêts, les centres d'intérêt des nôtres vers des formes de formation, d'économie, etc., qui leur permettaient d'utiliser ces forces-là dans leur projet colonial et impérial, etc. Et on voit aujourd'hui que l'essentiel des Africains et des Antillais sont à HEC, dans des grandes écoles de commerce, dans le développement de je ne sais quoi, et l'Afrique n'a jamais été sous-développée que maintenant. Ça veut dire qu'il faut que les gens comprennent que les choix universitaires que nous avons faits, les choix de profession, les choix de carrière et d'orientation sont des choix de carrière et d'orientation qui ont été induits par les systèmes coloniaux pour utiliser cette main-d'œuvre-là qu'ils formaient dans leurs écoles, en laissant l'Afrique de côté, en rendant ces gens-là, ou en rendant l'Afrique invisible et en rendant ces gens-là imperméables aux intérêts de leur propre continent. Et c'est là qu'on sent que quand on se demande pourquoi les sciences humaines sont si peu considérées chez les peuples noirs, à part les Américains et les peuples noirs n'ont pas utiliser les sciences humaines pour j'allais dire, prendre leur place dans le monde. Et c'est ça qu'il faut qu'on incite les gens à faire de plus en plus, arrêter de faire des choix qui servent les systèmes coloniaux et allons vers la compréhension du continent, la compréhension de ses traditions, le réinvestissement de ces traditions. Donc, sur l'exemple des poupées, eh ben, pour sortir de ce que je vous dis, Isis n'est pas dans la question des poupées. L'histoire des poupées, l'expérience qui est extraordinairement déstabilisante, c'est que il y a des gens qui, depuis un certain nombre d'années, notamment des Afro-Américains, qui se sont rendus compte que ça n'était pas quand les gens étaient adultes qu'ils se mettaient à se détester. Il y avait des mécanismes qui étaient mis en branle depuis la naissance, depuis le berceau. Et donc, en travaillant sur les petits-enfants, on leur demande deux choses, avec des poupées blanches et des poupées noires, quelle est la poupée qui est la plus jolie et quelle est la poupée qui est la plus laide, quelle est la poupée qui est la plus gentille et quelle est la poupée qui est la plus méchante. Eh bien, les enfants noirs choisissent à plus de 80%, 90%, la poupée blanche est la plus jolie et la plus gentille, et la poupée noire est la plus gentille, la plus méchante et la plus laide. Et quand on demande aux enfants, et quelle est la poupée qui te ressemble? Eh bien, les enfants ont des mimiques corporelles qui montrent qu'ils ont bien compris que c'est eux, il s'agit d'eux, donc ils se projettent et ils ont des mimiques avec le corps qui montrent qu'ils savent bien qu'ils sont en train de se rejeter et ça c'est extraordinaire. Et donc, quand on leur dit quelle est la poupée qui te ressemble, eh bien, ils ont des gestes un peu comme ça. On sent que les enfants savent qu'ils disent qu'ils se dévalorisent. Et ça, c'est la révélation la plus frappante et la plus cruelle aussi. Donc, cette expérience a été faite avec des enfants blancs, des enfants asiatiques, des arabes, des noirs, et on a toujours le même schéma. Tous les enfants du monde, y compris les enfants noirs, rejettent la poupée noire. Laquelle est la plus laide, la plus méchante? Tous les enfants représentent soit la poupée bien représentée, soit des dessins. Quel est le dessin, etc. Et c'est toujours l'enfant noir
qui est rejeté et qui est stigmatisé. Donc, on comprend, c'est pour ça qu'on ne va pas dire, oui, les Noirs naissent avec des complexes. On comprend et on a compris à partir de ça, c'est pour ça qu'il faut diffuser ces expériences-là, que la société blanche qui s'est accaparé nos enfants, eh bien, elle les construit de manière à ce qu'ils soient nourris à la source d'un sentiment d'infériorité qui est tellement puissant que quand on va instaurer un mois des Noirs, les Noirs ne diront pas, ah oui, oui, mais l'Amérique, c'est aussi à nous. Nous sommes aussi des propriétaires de l'Amérique ou des Antilles ou de la Caraïbe. Non, nous sommes bien des sous-fifres chez les Blancs. Nous sommes chez les Blancs, Et des d'ailleurs, lorsque minorités. vous Je parlez voudrais, les poupées, oui, Christian, Georges, je vais te laisser donc la main pour continuer les 10 oui, oui, minutes qui oui, vont mais rester je vais sur le rebondir. volet. C'était juste pour rappeler qu'évidemment, on le voit aussi sur les effigies, un peu dans les églises, j'allais dire, où le diable est toujours noir et ben, le paradis, donc l'ange est blanc. Rapidement, mais écoute, Juliette a dit des choses quand même très, très, très importantes là. Là, pour rebondir sur, on parlait des enfants noirs, je voudrais quand même rebondir sur un travail que j'ai fait il n'y a pas très, très longtemps et l'implication que j'ai eue ici au Canada en participant à la commission Laurent, ici, c'est-à-dire les enfants noirs dans les centres jeunesse. Je pense que ça procède de la même chose. Et dans les résultats auxquels nous sommes aboutis, on voit très bien que les Noirs qui représentent par exemple 5% de la population globale se retrouvent à 40% dans les centres jeunesse. Vous voyez? Et ça c'est quand même symptomatique d'un problème qui ne va pas. Et puis aussi, ce que Juliette vient d'expliquer, c'est quand même, et toi-même d'ailleurs, Christian, ce que tu viens de dire, mais c'est un construit social. C'est des Absolument. constructions sociales. Bien Le sûr. processus de construction, et ça se fait à dessein. Mhm, Ça ne sert pas de refaire un dessin pour comprendre un peu durant tout ce temps-là la posture qui était celle des Blancs par rapport aux Noirs. Et là, je voudrais évoquer certainement, Juliette le sait, j'adore regarder les travaux de William Blake. William Blake, lui, c'est un peintre, c'est un graveur, c'est un poète de l'époque pré-romantique britannique. Et quand vous voyez les travaux de William Blake, les sculptures qu'il fait, et tout le tralala, depuis cette période-là, je pense qu'il est né en 1757, il est décédé en 1827 ou 28 par là. Je ne sais pas c'est quel siècle ça a mis. 18e, au Au 18e 18e siècle alors. Mhm. William Blake avait bien représenté à travers trois femmes, au milieu la femme toute blanche, et à côté la femme noire, et de l'autre côté une femme un peu basanée, et qui soutient la femme blanche au milieu. C'est une façon de dire que l'Europe, depuis ce temps-là, a toujours été soutenue par l'Afrique en tant que telle. Et ça, c'est quand même un enjeu fondamental quand on voit les choses, comment ça se passe aujourd'hui. Et quand on est dans la perspective et la prospective, l'Afrique, donc cette renaissance-là, il faut bien voir cela et que nous prenions conscience. Ce n'est pas, bon, avec Juliette, souvent on discute un petit clivage qu'il y a souvent entre Juliette et moi, c'est que souvent je me dis, mais attends, il y a du particularisme aussi quand on parle de nous les Africains, et il y a aussi du multiculturalisme quelque part aussi, qui est la réalité de ce que nous sommes aujourd'hui. Les brassages de population, la révolution des transports qui fait que les gens se déplacent à un rythme incroyable, et la réalité que finalement, nous sommes régis par les mêmes institutions en tant que telles. Bon, alors, comment est-ce qu'on va rebâtir, n'est-ce pas, la société africaine au sens strict du terme, de sorte que nous puissions porter avec force aussi les problèmes qui nous concernent? Alors, ma question à Juliette serait de voir un peu, mais en fait, comment faire quand on regarde un peu l'état de ce que nous sommes aujourd'hui? Vous allez dans les Indes occidentales, aux Antilles et tout cela. Vous voyez même en Martinique, je suis venu en Martinique aussi, tu vois. Comment est-ce que les Martiniquais pensent qu'ils sont des Français, elles sont des Françaises, et refusent même parfois leur identité africaine en tant que telle? Ça, c'est quand même des choses qu'on le sent. Nous avons croisé des Martiniquais à Paris qui parfois ont peur même des Africains, qu'on appelle les quinquins. Faites attention aux Africains. Alors, c'est quand même une réalité en tant que telle, et que malgré ce que les travaux de Juliette qui sont formidables, qui disent la vérité scientifique en tant que telle, alors comment
s'en sortir, Juliette? Comment allons-nous magnifier cette africanité, de sorte que désormais nous soyons un et que nous défendons, n'est-ce pas, les enjeux et les intérêts africains au sens strict. Ce n'est pas en rentrant en guerre contre les autres, parce que là aussi, les enfants métis, quand même, ont une partie ici, ont une partie là. Donc, voilà la complexité que je trouve un peu à ce niveau-là. Et si Juliette peut rebondir là-dessus. Moi, je crois que ce qu'il faut que notre public ou les téléspectateurs comprennent, c'est ce que j'essaye de déconstruire dans mes ouvrages pour leur dire que rien de ce qui leur arrive ne procède d'un choix de la nature ou bien d'une décision du créateur ou de je ne sais qui. Ce sont des constructions et c'est pour cela qu'hier dans ma conférence, j'expliquais que quand j'ai voulu comprendre pourquoi les Africaines s'étaient détachées de leur corps et de leurs cheveux, je suis partie, j'ai procédé par comparaison, comment ça se passait en Afrique, et une fois la déportation réalisée, comment les comportements des Noirs ont changé, parce qu'ils ont dû s'adapter à un environnement violent, hostile, et les conditions de vie qui leur étaient faites faisaient que, même s'ils opposaient des résistances, elles étaient, on va dire, contingentes parce que le fouet, le meurtre, l'assassinat qui autorisait les maîtres à disposer complètement et de leur corps et de leur esprit faisait que, eh bien, beaucoup, d'ailleurs, c'est parce que beaucoup ont eu ces choix judicieux de ne pas s'opposer frontalement que nous sommes en vie, nous, dans les colonies françaises et américaines. Donc, moi, je considère que effectivement, les complexes avec lesquels grandissent le manque de confiance en soi, avec lequel grandissent nos gens de ces régions-là, ce sont des constructions et qui sont dans tout. J'ai montré beaucoup dans les dessins animés, dans tous les supports, dans les crèches. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple en France, on nous prend les enfants, on prend les enfants de nos femmes ou de nos couples dès un très, très jeune âge. Il y a la crèche, mais à 2 ans, 2 ans et demi, on demande aux parents d'envoyer les enfants à l'école et ça devient une obligation parce que le système a bien compris qu'il ne faut plus du tout, puisque l'Afrique s'éveille, il ne faut plus du tout que le sentiment d'exister en dehors de ces personnes-là, ces colonisateurs-là, existe. Donc voilà, ça, la question de la construction, il faut qu'elle apparaisse bien à nos gens. Maintenant, sur la question de est-ce qu'on reconstruit l'Afrique, moi je crois que nous devons savoir que la culture, c'est un outil d'adaptation, un moyen d'adaptation à nos environnements. En éclatant le peuple noir sur toute la planète, avec des civilisateurs, entre guillemets, qui viennent, même s'ils sont tous de la même famille blanche, ils ont des spécificités culturelles. Et on va retrouver ces spécificités culturelles chez les Noirs colonisés par eux. Donc il y a la langue, qui est une grande barrière entre nous, et il y a, et tous les livres, les productions que nous avons, on a des auteurs extraordinaires. Nous n'accédons pas au savoir qu'ils compilent dans leur environnement parce qu'il y a la barrière de la langue et on a, contrairement aux Blancs qui, dès qu'un ouvrage important paraît, le traduisent et l'esprit de famille chez les Blancs est complètement entretenu par cette démarche-là, eh bien chez les Noirs, on n'a rien de tout ça. Il y a des livres qui existent qui sont fabuleux et donc ces connaissances nous échappent parce que nous ne les traduisons pas et il faudrait donc une instance, une vision qui permette de comprendre que oui, on peut profiter des connaissances les uns des autres si on avait cette vision, on va dire, supra-ordonnée de nous en tant qu'un peuple un et indivisible. Ça n'est pas le cas. Donc, on ne va pas considérer qu'on va reconstruire l'Afrique des origines parce que toutes les expériences que nous avons accumulées vont s'emboîter, vont parfois créer des conflits, des zones de conflit, et notre intelligence ou ce que nous aurons à inventer, c'est une manière de profiter des expériences multiculturelles que nous avons, parce que moi, je ne considère pas que nous sommes dans des sociétés multiculturelles, mais il y a une chose que nous avons, que les Blancs n'ont pas,
c'est que nous les connaissons de l'intérieur. Nous parlons leur langue. Nous connaissons leurs spécificités puisqu'ils nous les imposent d'office en pensant que, en évitant justement de se projeter dans le schéma où, oui, les Noirs un jour vont s'émanciper de nous, de notre domination, et donc du coup, voilà, ils n'ont pas cette inquiétude. Et pourtant, je pense que cela explique pourquoi ils sont si aveugles aux changements très importants qui sont en train de s'observer dans le monde noir, entre guillemets. Donc, l'expérience acquise, elle est là. Il faudra que par nos intelligences, nous arrivions à en faire quelque chose. Mais non, nous n'avons pas reconstitué l'Afrique des origines, mais Non. ce que je reproche beaucoup, beaucoup, beaucoup aux Africains et à nous, bon, nous, on est complètement éloignés de la matrice, même si on essaye d'y revenir par d'autres moyens, mais quand on est sur le continent, quand on voit l'extraordinaire richesse, même en termes d'ameublement, de décor, d'ailleurs, ce sont les Blancs qui utilisent nos supports, voilà, les masques, les tableaux, toute cette richesse incroyable qui n'est pas, j'allais dire, qui n'est pas canalisée de manière à en faire une véritable économie. Et c'est pour cela que je disais tout à l'heure que tout ce qui a été fait par les Occidentaux a consisté à rendre l'environnement de l'Afrique invisible et le potentiel économique que recèle cet environnement n'est pas du tout révélé. C'est-à-dire que c'est par le système éducationnel que les gens se réalisent ce potentiel. Or, quand vous allez vous marcher dans les rues africaines, quand vous voyez les meubles, quand vous voyez c'est incroyable. Vous vous dites qu'il y a quelque chose. Donc, il faut que nous, qui sommes conscients de ça, que nous guidions les gens vers des formations et que nous comprenions qu'on ne va pas faire de l'essentialisme en disant oui, on va revenir à une Afrique des origines, mais pour faire, et c'est ce que je dis au quotidien aux gens, c'est la culture d'un peuple qui fait son économie. Or, qu'est-ce que les Blancs ont fait? Ils ont détaché les Noirs de leur culture et ce qu'ils vendent aux Noirs, c'est leur culture à eux, qui puise d'ailleurs très largement dans les cultures africaines. Donc, la culture d'un peuple fait son économie pour sortir de l'espèce d'engrenage dans lequel on est actuellement. Il faut que tous les Africains, tous les Noirs du monde aient cette idée-là. C'est ma culture qui fait mon économie, donc c'est par elle que je vais pouvoir développer mon continent et m'affirmer, parce que quand vous êtes dans les affaires des autres, eh bien, ils ont beau jeu de vous dire, mais d'une manière absolument arrogante et méprisante, comme cela se fait. Alors, je reprends l'histoire de l'eau du Niger. Voilà, un ambassadeur qui dit à des Nigériens sur leur territoire, des Nigériens, pardon, sur leur territoire, eh bien, allez demander aux Russes de vous aider à creuser des puits ou je ne sais quoi, parce que l'eau que vous buvez au Niger, c'est l'eau de l'Union De européenne. l'Union européenne. Et ce sont eux qui ont fait payer l'installation enfin, le forage, etc. Les Les fontaines. Nigériens ont payé leurs installations, ont fait des crédits, se sont endettés, mais malgré cela, eh bien, les Français continuent à penser que ça leur appartient parce que, en fait, ils vous prennent vos ressources, ils vous font payer, ils vous pillent, mais on dirait que ça leur passe par-dessus la tête. Donc, il reste que, oui, ils ont de l'eau parce que c'est nous qui avons installé cette eau. Et la case, oui, ils ont payé pour l'avoir, elle ne compte pas. Vous Oui. voyez? Donc, il y a énormément de choses. Moi, je réfléchis beaucoup sur à la fois le rôle des femmes qui doivent réhabiliter l'Afrique dans sa puissance, parce que le système de base est appuyé sur un couple africain qui a une répartition des rôles extraordinaire. Et c'est ce qui faisait la puissance ancestrale de l'Afrique. Et c'est pas pour rien que les Blancs ont d'abord commencé à détruire ce couple-là. Je vais rebondir sur une dimension qui est très importante, que d'ailleurs Juliette vient de mentionner, c'est la dimension strictement politique de l'affaire, ou bien de notre condition qu'on nous impose.
Et puis, bon, d'ailleurs, l'idée aussi de le mois de l'histoire des Noirs en Afrique, au départ, ça me plaisait un tout petit peu, mais à regarder un peu à la loupe, on se dit, mais est-ce que c'est pertinent cette histoire-là? L'histoire c'est pas pertinent à la C'est fin. Et dangereux. même quand on parle de l'histoire, le mois de l'histoire des Noirs, même là où nous sommes, dans les Amériques ou dans les Europes, ou que sais-je encore. Et là encore, on réinterroge un peu cette pertinence, parce qu'une fois que le mois de Noir, le février est passé, qu'est-ce qu'il en résulte par la suite? Est-ce que quelque part on dit, ben écoutez, laissons-le bavarder autour de cette Mais histoire des Georges, Noirs? est-ce qu'on a Je vais institué le mois de terminer. l'histoire des Blancs? Est-ce Oui, qu'on a voilà, c'est ça institué? aussi. Et on est sur un continent africain et on vient nous dire qu'il y a un mois Voilà, de l'histoire des Noirs. c'est ça exactement. Tu vas me revenir là-dessus. Voilà ma question. Ma question, c'est la dimension purement politique et aussi la responsabilité des politiques africains en tant que telles, de la gouvernance africaine en tant que telle. Je pense que Christian l'avait dit entre-temps aussi. Les enjeux, on peut dire que les Occidentaux, ils le font depuis des siècles, ils savent pourquoi ils le font, c'est pour leur propre peuple de toutes les façons. Et pourquoi est-ce que le cas précis du Congo, que j'adore, j'aime parler du Congo parce que je viens du Congo-Brazzaville, et il y a un président qui est là depuis bientôt 40 ans, Denis Sassou Nguesso, évidemment, et qui ne rate aucune occasion d'aller acheter des armes de guerre à l'extérieur pour faire la guerre à sa propre population. On le voit tout le monde, mais personne n'en parle. Et quand on voit parfois aussi certains analystes africains et qui, dans le sens du poil, Denis Sassou Nguesso, on les suit très, très, très bien. Moi, ça m'écoeure. Ça m'écoeure de mettre à côté cette responsabilité directe d'un personnage qui dit que je suis président de la République, qui était censé protéger sa population par tous les moyens parce qu'il est président pour gouverner un peuple et penser à leur bien-être, et qui passe son temps à les tuer, clairement. Alors ça, c'est parfois, je me demande, Juliette, parfois, quand on parle d'accord, mais où en est notre propre responsabilité par rapport à nos gouvernances en Afrique? Pourquoi on essaie d'aller de l'avant? On est dans la perspective et prospective. Oui, j'ai compris que ça, c'est un nœud dans l'accès que nous avons à nous-mêmes. Et l'ouvrage que je prépare actuellement interroge ça. D'abord, c'est un peu résumé quelle sorte de famille nous formons. Hein, la famille noire, la famille canite. Pourquoi est-ce que la famille noire n'arrive pas à disposer de son élite? Et c'est là que les choses deviennent intéressantes parce que, justement, être chef, se sentir responsable de la destinée de son peuple n'est pas une donnée de nature, Georges. C'est une construction et c'est une construction politique. Or, on sait que depuis que l'Afrique a été colonisée, surtout le Congo, le rôle central que joue le Congo, que les Blancs ont repéré très tôt, parce que n'oubliez pas que les Blancs ont une carte du sous-sol africain. Ceux que les Africains n'ont pas. Et donc, on voit par exemple des guerres naître sur des territoires. On ne comprend pas bien pourquoi, des virus qui apparaissent, qui déciment les gens. Et puis, peu de temps après que ces territoires aient été complètement dévastés, on voit que le sous-sol commence à être fouillé et qu'on en extrait les matières premières dont les Européens ont besoin. Donc, la question, à mon avis, nous sommes dans la stigmatisation parce que nous ne comprenons pas bien, c'est pour ça que les sciences humaines nous sont indispensables, nous ne comprenons pas bien que les gens qui arrivent au pouvoir ou qui sont mis au pouvoir, qui sont portés au pouvoir, regardez Alassane Ouattara, il tue tout autant que Sassou Nguesso. C'est vrai que Sassou Nguesso, ça fait plus longtemps qu'il le fait, mais il tue tout autant et il ne le fait que parce qu'il est soutenu par l'armée coloniale et par la France, les puissances coloniales, comme le petit Mahamat Idriss Déby, qui a tiré sans états d'âme, qui a fait l'armée française qui était stationnée là-bas, tirer sans état d'âme sur des centaines de jeunes tchadiens qui demandaient, de manière pacifique d'ailleurs, qui demandaient des changements. Je ne sais plus quel était le thème de leur manifestation, mais c'était ça. Donc, vous En fait, avez... évidemment, Idriss devrait faire un mandat, je crois, de 2 ans.
Et Voilà, c'est après, ça. on devait passer Voilà, aux élections. Mais voilà, malheureusement, après, bon, voilà, ils ont voilà. bricolé une petite, s'il faut appeler ça un petit dialogue comme ça, avec les opposants qu'ils ont fabriqués. Et au Voilà. Et cours de puis cette, ils ont décidé, voilà. Donc la France ils ont veut décidé le de maintenir. ranger la transition. Voilà. Et la France veut le maintenir au pouvoir pour que les élections qui auront lieu soient. Et le peuple, effectivement, refusait cette sorte de deal qui se fait avec la puissance coloniale, qui s'est affichée à la mort de Idriss Et Déby sans aucun complexe. Donc la question, c'est, à mon avis, nous, les chercheurs, ce que nous avons à proposer, c'est une manière d'interroger notre élite. Nous savons qu'elle est complètement euh, euh, inféodée aux élites occidentales par le biais d'un certain nombre d'institutions comme la franc-maçonnerie et puis d'autres codes, des formes de sectes, ou etc. Et moi, je me suis rendu compte, d'ailleurs, j'ai écouté Isaac de Bancolé qui fait beaucoup d'analyses. On ne l'entend pas trop souvent, mais il est très important que ces analyses soient écoutées parce que chaque fois qu'il y a des décisions un peu scabreuses qui apparaissent comme ça, il donne des clés de compréhension, y compris et surtout aux chefs d'État. Il disait que chez les francs-maçons, il n'y a pas de bien et de mal. Il y a des rôles qui sont distribués. Et donc, il parlait de Ouattara, dont le rôle était d'écraser les manifestations de son peuple, etc. Et il nous faut comprendre comment fonctionnent les institutions des Blancs. Parce que la manière qu'ils ont eue, et ce sont les seules élites au monde qui sont dans cette situation d'inféodation centenaire, cette manière, la façon qu'ils ont eu de s'y prendre. Vous voyez, on ne peut pas comprendre non plus cette fidélité à une élite dont ils ne peuvent pas ne pas voir qu'elle méprise leur peuple. Donc, si leur peuple est méprisé, les Noirs sont méprisés, comment les élites noires arrivent à passer la barrière du mépris que les Blancs portent aux Noirs en se croyant autre chose? Donc, quelle forme d'aliénation ou de dysfonctionnement de leur cerveau et c'est enquisté et qui ne permettent pas non plus à leur peuple de comprendre pourquoi ils font ces choix-là. Parce que plus on avance et plus la domination, la puissance des pays, des colonies, pays coloniaux se perpétue, plus cette élite est perdue pour leur peuple. Bon, ces élites sont perdues pour leur peuple. Et donc, il faut comprendre par quel biais cela, parce que nous, on n'aime pas les sciences humaines, nous, on n'en fait pas. Mais vous savez bien que les Blancs n'ont jamais fait autre chose que des sciences humaines, l'anthropologie raciale, absolument. l'anthropologie physique et les coutumes et les cultures. Et j'ai lu dernièrement un texte qui m'a fasciné. On a montré comment les anthropologues français ou blancs occidentaux avaient fait main basse sur le peuple et l'élite soi-disant qui étaient ceux qu'on appelait les, les, les évolués, eh bien, ils avaient scindé les pays africains en deux. Il y avait d'un côté les évolués dont les anthropologues ne voulaient rien savoir, et puis ils avaient fait main basse sur le peuple qu'ils maintenaient soi-disant dans une culture qui était pure, qui était, etc. Et cette culture n'a jamais été utilisée pour l'épanouissement de l'Afrique. Donc, qu'est-ce que les Blancs en ont fait? Ils l'ont étudié à fond et c'est à partir de ces cultures qu'ils endoctrinent les Noirs Oui, et puis les évoluer, eh bien, ils les ont laissés aux pays colonisateurs et ces pays-là ont complètement formaté le cerveau des élites, c'est-à-dire que les élites sont coupées des masses, ils n'ont pas eu droit de s'occuper de leur masse. Et c'est là où c'est important. Ils n'ont pas eu le droit. Quand ils ont essayé, on les a renvoyés. Donc, il y avait de grandes guerres entre les anthropologues qui ont fait main basse sur le peuple et puis les évolués qui étaient laissés livrer et c'est par eux qu'ils recevaient des récompenses, des oui, pouvoirs, des savoirs et qui se
santé a existé au point que je crois que c'est au Bénin qu'un chef d'État avait dit, nous avons deux patries, je ne sais plus comment c'était formulé, C'est au le Gabon, ça. Bénin et la France. Et Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il avait dit? Ah oui, toutes nos richesses sont pour la France. Si on ne donne pas nos richesses à la France, mais elle va dépérir. Mais il faut. Et puis, son projet, c'était de dire, oui, on vous donne tout, mais vous allez nous aider aussi à avoir des retombées de tout ce qu'on vous donne. Et puis voilà, les Africains, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui entre les mains des Blancs. C'est par là que nous allons mettre terme à cette Oui, émission. Merci, docteur Juliette Smeralda, merci d'avoir à été vous. avec nous sur Télar TV. Merci, Georges, d'avoir conduit cette interview ensemble avec nous. On vous dit donc encore merci, mais nous n'avons pas fini parce qu'il y a plusieurs volets que nous n'avons pas Oui, pu malheureusement exploiter ou traiter, mais on reviendra donc à la prochaine édition, bien entendu. On va programmer une série des émissions comme ça parce que je sais que nos téléspectateurs ont besoin évidemment de tous ces éléments pour bien comprendre ce qui est en train de se passer actuellement parce que nous vivons une période tout à fait spéciale. Voilà. oui. On assiste donc à la mutation, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, et il nous faut donc bien informer les Africains afin qu'ils fassent des bons choix Et ne et pas rater qu'ils le prennent des coche. bonnes décisions. Ne pas C'est rater surtout le ça. Merci. coche, Ne ne pas pas rater rater le le coche. coche. Voilà, Absolument. tout à fait. C'est Merci. maintenant. Merci Merci. beaucoup. À vous aussi, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous prions de liker et de partager cette émission pour nous aider à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, en tout cas, pensez à vous abonner pour être prévenus de toutes nos chaînes production. Je vous dis au revoir et on se retrouve très bientôt. Mais d'ici là, comme j'aime à le dire, prenez vraiment soin de vous car chaque jour est une vie. Merci. Merci.